Ah bah tiens, on va parler de... Oui, j'ai déjà dit. On va parler de Riot, Eranor. Bon, j'imagine tu sais pourquoi. Riot Games. Je vais sieste là, je me réveille pour dans 2 heures. Ok. Bah bonne sieste. Sieste bien. Vas-y. Je vais remplir ma bouteille d'eau. C'est normal si je suis pas là. À toutes. Dun, 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 dun. Merci pour le lurk. En été, tu fais les ajustements de sel et chlore, mais sinon, il reste rien de plus à faire. Ok, d'accord. Bon. C'est un équipement comme la pompe qui tombe en panne, c'est relou. Ah, peu de chance quand même. League of the Dark, alors, je suis les JO de loin. Là, pendant la pause actu, on va juste faire une petite récap du nombre de médailles par pays. Le top 5 notamment, mais sinon, à part ça, pas trop. Le jeu de Riot, on le voit partout. Bah, je l'ai surtout vu hier soir, moi, chez Kayane. Il y avait Kayane qui y jouait. J'ai surtout vu le live de Kayane. Il y a encore pas mal de bugs, hein, parce que là, c'est la version bêta ou alpha? Peut-être alpha, je sais plus. Mais il y avait pas mal de bugs. Mais ça avait l'air sympa, c'est super joli. Et j'ai vu un peu aussi Kameto y jouer et Étoile. Bêta. C'est la finale de foot des JO ce soir. C'est qui en finale de foot? Donc on commence. Est-ce que c'est bon? On voit l'écran comme il se faut. A priori oui, ok. Twitter poursuit les annonceurs pour boycott présumé, lol. Elon Musk déclare maintenant c'est la guerre. LOL plus chat, à force de faire n'importe quoi lui aussi. Il est drôle parce que bon, si un annonceur veut pas mettre de pub sur ton réseau, ben, il a un peu le droit en fait. Annonceur vu et s'en tape, voilà. Le Gorafi en pleurs, impossible de parodier ce qui est déjà une parodie. La main invisible fait son œuvre. C'est France-Espagne. Oh, nice. Disney Plus. Du coup, en septembre, alors tout va changer. On va augmenter les prix déjà. Attends, je vais le mettre dans une autre fenêtre, ça. Oh, quoi que non, on va le faire après, c'est pas grave. Oh non, je regarde, en fait... C'est où, Disney? C'était par là? Ouais, ok. Alors, on va monter de prix. On va aller... En ce moment, je crois que c'est... Chez nous, je crois que c'est 12 €, je suis pas sûr. Et là, au States, ça va monter à 16 € la formule premium. Du coup, chez nous, ça sera soit 16 €, soit 15 €. Donc on se rapproche beaucoup de Netflix quand même. La version premium, c'est la version sans pub, hein. Après, tu as une version pub qui était à 8 $ qui monte à 10 $. Du coup, on va arriver à peut-être 8-9 € version pub. Sachant que version pub, c'est éclaté au sol, hein. Ah, ça allait super vite, hein, si t'as vu Maroc-Égypte hier. Je regarde un peu pour voir ce que Thierry Henry fait. Thierry Henry, parce qu'il commente, c'est ça? D'ailleurs, j'ai vu Thierry Henry dans la série Ted Lasso, c'était assez drôle. Très bonne série au passage, Ted Lasso, sur Apple TV+. Et du coup, en septembre, ils vont également arrêter le partage de comptes. Donc, d'un côté, ça m'arrange, parce que vu que maintenant tous les prix augmentent de partout, ce que je compte faire, c'est
quand je suis plus sur telle plateforme, ben, je résilie mon abonnement. Je regarde ce que j'ai regardé sur une plateforme en particulier. Et ensuite, une fois que j'ai fini, je résilie et je repasse éventuellement sur un autre abonnement. C'est ce que je voulais faire avec Disney+, mais en fait, Disney+, moi, j'ai passé mon compte à tout le monde. Et du coup, tout le monde l'utilise. Mais en septembre, apparemment, ça va s'arrêter. Donc, d'un côté, ça m'arrange, et de l'autre côté, bon, c'est un peu chiant pour les parasites qui utilisent mon compte, quoi. Bah, force à vous, on n'est pas ensemble, hein, du coup. Mais ce que ça va faire aussi, c'est que ça va forcément augmenter le piratage. Ah, je l'ai passé à trop de monde, là. C'est bon, ça suffit, hein. Mais du coup, ouais, franchement, pirater, hein. C'est bon, hein. À un moment donné, il faut arrêter, hein. Au Japon, une chaîne de supermarchés contrôle le sourire de ses employés via la reconnaissance faciale. Donc là, c'est du dans Black Mirror, c'est ça, hein, la série bizarre, là, dystopique. Du coup, si les employés ne sourient pas face aux clients ou passent une mauvaise journée, c'est ciao, ça dégage, licenciement, c'est parti. Un mélange de tradition et de modernité, c'est pas faux. Black Mirror. Ah, les trois quarts des caissiers portent des masques. Ah, ah. Mais je pense que même avec le masque, on peut deviner si la personne sourit ou pas. Si cette technologie était utilisée dans les bars et les restos parisiens, ça n'arrêterait pas de biper. Ok. Lorsque le salarié obtient... Oh purée. Lorsque le salarié obtient un certain nombre de points d'expérience, son niveau augmente et des éléments de jeu tels que le niveau de difficulté et les variations changent en fonction du... What the fuck? Donc il y a un système de répartition de points. Oh, mais c'est quoi ce délire? C'est un épisode de Black Mirror à fond, hein. L'usage de ce système pose de nombreuses interrogations quant aux conditions de travail et au harcèlement, injures et plaintes répétées que peuvent subir les employés de magasin. Le phénomène porte un nom, le Kasuhara. Cette année, près de la moitié des 30 000 salariés du groupe ont déclaré en avoir été victimes. Donc le Kasuhara, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Customer Harassment, le harcèlement de la part des clients à l'encontre des employés. Eh ben, ouais, on est en full dystopie comme il faut là. Ah, c'est l'entraîneur des JO. Putain, 1-0 pour la France là? GG. Je pense il y a moyen qu'on gagne. Ça serait beau qu'on gagne quand même. Histoire de nous venger un peu de la Coupe d'Europe. Une petite vidéo sur la génération vidéo des visuels créés par Midjourney. Donc Midjourney, c'est de la génération IA d'images, de dessins. Et Runway, c'est de la génération de vidéos par intelligence artificielle. Donc on va voir ce que ça donne. Donc en haut le Midjourney, le visuel, et en bas la vidéo par Runway. Donc c'est assez impressionnant, ouais. Assez impressionnant. Ok, cool. Après, le truc, c'est que l'abonnement de Runway, les deux, c'est des IA, ouais. Midjourney, ils commencent à être très très bons sur les visuels. Ça donne faim, effectivement. Après, Runway, le problème, c'est que c'est ultra cher. Genre, l'abonnement basique, je crois qu'il est à peut-être 15 € par mois, peut-être 20 €. Et accrochez-vous bien, pour 20 € par mois, vous avez le droit à 1 minute de génération de vidéos par mois. Une seule minute, une pauvre minute par mois. Donc c'est éclaté au sol. Et du coup, ce que la plupart des gens font qui s'abonnent à Runway, il y a un abonnement qui permet de générer des vidéos de manière illimitée. Mais le prix, c'est du 75 € par mois. Ou du 70 € par mois. Donc autant vous dire que c'est pas du tout à la portée des gens lambda. C'est très cher hein, pour l'instant. On reste dans l'IA. Dans le top 100 en Allemagne, on a une chanson générée par IA sur le site Udio.
qui est arrivé 172e. Il n'y a pas de partage de compte. Non. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la première fois qu'une chanson IA intègre le top 100 d'un pays. Et pas n'importe quel pays, hein. L'Allemagne, c'est pas non plus... Donc ça fait un peu peur, en vrai. Hein. Ça fait un peu peur, quand même. Bon, on va un peu voir les commentaires. Le premier de plusieurs, de beaucoup à venir. Je suis un peu d'accord avec ça. Étant donné que beaucoup d'artistes détestent l'intelligence artificielle, je me demande combien de chansons seront secrètement générées par l'IA, sachant qu'on ne peut pas révéler que c'est de l'IA. Ah. Effectivement. Tu auras peut-être des artistes ou des personnes tout simplement qui mettront leurs chansons, mais qui diront pas que c'est de l'IA. Mais bon, je pense qu'on peut savoir quand même. Il doit y avoir des algorithmes ou des trucs qui permettent d'identifier si tu peux ou pas, enfin si c'est généré par de l'IA ou pas, quoi. Coucou Jack, comment vas-tu? Plop plop. Ça va baisser au bout d'un moment. Ça va baisser, comment ça? Si je réalise la mienne, c'est top 1 France direct. Bah, j'espère que c'est mieux que celles que tu avais mis sur le Discord, hein. Parce que là, c'était pas... C'était particulier. C'était particulier. Ok, bon bah... Ouais, a priori, ça va pas s'arrêter, cette trend. Quelle est la pire... Alors, selon vous, quel est le pire endroit où on pourrait vivre dans un jeu vidéo? Le pire endroit. Effectivement, je vois Midgar. C'est vrai que Midgar, ça a pas l'air ouf, hein. Je pense que tu meurs d'un cancer des poumons à 30 ans. Ou alors tu meurs parce qu'un secteur a explosé. Il y a quoi d'autre là? Ça doit être GTA, j'imagine? Je me sens blessé dans ma créativité. Bah, c'est pour te forcer à t'améliorer, c'est pour ça que je dis ça. J'ai remarqué que tu apprécies bien les débats. Ouais. Enfin, ça dépend. Il y a un site pas mal, Quora, avec des questions sur tout. Ouais, je le connais. C'est vrai que c'est pas mal, Quora. J'y vais pas trop, par contre, mais... merci pour l'anniversaire d'affiliation, Clad. Merci, merci. Déjà 1 an. C'est fou, hein. GTA. C'est vrai que GTA, c'est pas fou, hein. GTA, je pense que c'est pire que Midgar, hein. Tu peux te faire tuer... Tu sors de chez toi, tu peux te faire tuer, en vrai. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah si, oh putain, ouais, c'est horrible. Mais ça, c'est le monde de l'Odyssée d'Abe. Ouais, le monde de l'Odyssée d'Abe, il a pas l'air ouf. Et cet endroit, c'est encore pire, parce que cet endroit, si je dis pas de bêtises, c'est l'usine à viande, en fait. Sachant que la viande, ce sont des créatures humanoïdes. Du coup, si vous faites partie de cette espèce-là, bah, c'est pas la joie, quoi. Clairement, hein. Ouais, l'usine à viande, ouais. Raccoon City. Raccoon City, ça a pas l'air ouf aussi, ouais. Ça a pas l'air ouf. Alors là, de tout ce qui est montré en image, bah, c'est l'Odyssée d'Abe, hein. L'Odyssée d'Abe, bah, tu meurs, quoi. T'es quasiment sûr de mourir. Après, je dirais, ça se joue entre GTA et Raccoon City. Midgar, en vrai, tu peux vivre. C'est juste que c'est pollué as fuck, quoi. Ouais, l'Odyssée d'Abe, c'était trop bien. J'avais joué à l'Odyssée d'Abe et l'Exode d'Abe. J'ai terminé aucun des deux parce qu'il me faisait trop peur, ces jeux-là. Raccoon City, ouais, mais tu peux encore espérer vivre si tu prends les bonnes décisions, tu vois. On admet que t'es armé. Et après, en vrai, Raccoon City, c'est pas comme si c'était... tu sais, ils ont pas fait un blocus autour de l'île, tu vois. Enfin, autour de la ville. Du coup, t'as juste à te barrer, quoi. Qu'est-ce qu'on a dans les commentaires? En fait, la moins pire de toutes ces villes-là en image, c'est clairement Midgar, hein. Fallout. J'ai pas joué au jeu, donc je saurais pas. Donc Fallout, Westland et Vaults. Ah oui, ouais, bah attends, de toute façon, j'ai vu la série. Donc Westland, c'est le monde extérieur qui est effectivement éclaté au sol. Très brutal, hein. Seuls les plus forts survivent. Et encore, hein, ça peut jouer de malchance. Et comment on traduit les Vaults en français? Les espèces de villes souterraines, quoi.
Bah, les villes souterraines, apparemment, tu as 15% de chance d'avoir une vie plutôt paisible et 85% de chance d'avoir un destin pire que la mort. Bon. Ou le château en Espagne d'un DRE, avec tous les paysans qui veulent te charcuter. Le Resident Evil 4. Ouais, ça n'a pas l'air ouf, ça. Après, ça dépend, parce que si tu fais partie des villageois, bah, ça veut dire que tu fais partie de leur secte, et du coup, ça devrait aller. Ils vont te laisser tranquille. Par contre, si t'es un étranger, ouais. Là, c'est plus tendax, là. Là, c'est un peu plus tendax. Ils avaient pas l'air très accueillants. Peut-être que si tu parles espagnol, ils vont être plus sympas avec toi. Hein. À voir. Ok, un endroit particulier dans South Park, The Stick of Truth, que je ne vais pas répéter. L'enfer de Dante's Inferno. Je vois pas ce que c'est comme jeu. Un endroit horrible. Ouais, j'ose même pas traduire tellement c'est horrible. Bon, en gros, c'est l'enfer, quoi. Ok. La Terre durant Doom Eternal. Ou alors n'importe où dans l'univers de Doom Universe. Rapture. Ah, Rapture, c'est Bioshock, hein, c'est ça. Hein. Et spécialement dans Bioshock 2, où tous les secteurs sont inondés, bloqués, effondrés. Sympa. C'est un jeu comme Devil May Cry basé sur l'enfer. D'accord, je connaissais pas. Léon qui était malheureusement à côté de l'espagnol level 2 au lycée. L'épisode aurait pris une tournure. C'est vrai. S'il avait su parler espagnol, je pense qu'il aurait pu contourner la chose, ou il aurait pu faire semblant de croire à l'idéologie des fous, là. Et je pense que ça se serait bien passé. 1-1. Oh non! Bon, allez. Final Fantasy XIV est le MMO qui permet en ce moment de permettre à Square Enix de rester dans une zone bénéficiaire, apparemment. En soi, ça m'étonne pas plus que ça. Ouais. J'imagine c'est les abonnements. Est-ce que Alors, est-ce que c'est les abonnements en priorité, enfin en majorité, ou est-ce que c'est aussi tout ce qu'il y a à côté, les achats, comment on appelle ça? Les achats in-game? Les skins, les trucs comme ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueuses et joueurs qui prennent ce genre de trucs, ou est-ce que c'est essentiellement les abonnements mensuels? Un peu de tout. Tu joues à Final Fantasy XIV, Stellman, toi? Apparemment, Remake et Rebirth font pas générer les retours escomptés. Ouais, ouais, malheureusement, ils ont pas. Ça a pas marché comme Square Enix l'espérait. Ouais, il faudra demander à l'expert de Final Fantasy XIV. Non, tu joues pas à ça, Talman? Bah alors? Il y a un running gag dans la communauté Final Fantasy XIV qui dit que le jeu permet de payer, enfin permet de remplacer tous les pots cassés que Square Enix se prend dans la tête. Par exemple, First Soldier, From Stars, Forspoken, Babylon's Fall, que je ne connais pas du tout. Je crois que Forspoken, j'en avais entendu parler. C'est vrai que les gens aimaient pas trop, ça a fait un peu habile. J'aime pas les jeux 100% en ligne, ok. Moi, le seul MMORPG auquel vraiment je sais que je jouerai 100%, c'est le jour. Je pense qu'ils le feront, Nintendo. Mais à un moment donné, Nintendo, je vous l'annonce, je suis Nostradamus. À un moment donné, Nintendo lancera un MMORPG autour de la franchise Zelda. Et à ce moment-là, je me lancerai dans l'aventure. Forspoken s'est fait destroy. Ouais, j'avais l'impression que les gens étaient pas trop fans. Hein. Les joueurs de Final Fantasy XIV sortent assez vite la CB pour les montures par exemple. Et ça coûte combien une monture? C'est du quoi? C'est du 5 $? Alors, il y en a qui sont pas d'accord. Hein. Il y en a qui disent que le remake, Rebirth et même Final Fantasy XVI se sont bien vendus.
En fait, non. Ouais, en fait, on a mal formulé, effectivement. En fait, ça s'est bien vendu. C'est pas le problème. C'est que Square Enix, on attendait plus. Bon, en fait, c'est ce qu'on a dit, hein. Mais en fait, ça a pas fait des bides en soi, hein. C'est juste que Square Enix, on attendait beaucoup plus au niveau des prévisions financières. Mais ça n'a pas fait un bide, hein, loin de là, hein. 2-1. Bon, on va remonter, t'inquiète, Link. 10 à 35 euros. Ah, purée. Pas de retour sur investissement. Est-ce que c'est ça ou c'est juste parce que les actionnaires, ils leur ont cassé les noix de coco, là? Parce qu'ils voulaient plus, peut-être. Euh... Tatatin. J'imagine que vous avez pas les ventes de Rebirth et Remake qui est 16, hein. Attends, il y a un site qui est super connu sur ça, sur les ventes de jeux vidéo, mais je m'en souviens plus c'est quoi. Selling Games, Video Games peut-être. Best Selling Video Games, non c'est pas ça non plus. Non, je sais pas c'est quoi comme dommage. J'aurais bien aimé avoir les ventes, les chiffres de vente de Final Fantasy XVI, Remake et Rebirth. Comment je peux avoir ça? Les charts peut-être? Charts, Video Games. Ah voilà, VG Charts, c'est ça. VG Charts. Alors. Bon, je pense qu'on va devoir faire une recherche. Final Fantasy. Bon, on va commencer par Remake. Alors, on a du 7 millions, apparemment. Bon, après, les chiffres sont pas précis, hein. Je tiens à préciser, hein. On a du 7 millions. Ah, du 7 millions, mais 5 millions pour la version PlayStation 4. Donc ça nous fait du 12 millions en tout. Ok. Rebirth. Rebirth. Ah, Rebirth, on n'a pas de chiffre malheureusement. Et le 16. Le 16, on a du. Sur PC, pas de chiffre. Sur PlayStation 5, 3 millions. Ok. Ok, ok. Si on compare avec par exemple Tears of the Kingdom. Ouais, bon après, TOTK c'est 20 millions. Et il me semble que c'est même plus que ça. Après, TOTK, c'est un... En fait, non, on peut le comparer à TOTK, hein. En termes de gros jeux, c'est same, hein. J'imagine que Square Enix, ils s'attendent au moins à vendre 10 millions à chaque fois. Ouais, t'es en train de jinx Link of the Dark. C'est parce que tu donnes les résultats à chaque fois qu'on est en train de perdre. Tu vas voir, là, ils vont remonter de ouf. Donc ouais, Square Enix s'attendait à plus. Final Fantasy XIV est en train de carry Square depuis plus de 10 ans. Ce qui est quand même assez fou. Mais attends, ça fait peur quand même, parce que ça veut dire que si Final Fantasy XIV n'existait pas, Square Enix potentiellement, est-ce qu'ils auraient pu fermer ou se faire racheter? Final Fantasy reste assez niche par rapport au jeu Nintendo. Putain, j'ai pas cette impression. Enfin ouais, okay, ben, je veux bien te croire parce que je m'y connais pas quoi en la matière. Mais dans ma tête, pour moi c'était la même chose, hein. Enfin Final Fantasy pour moi c'est l'équivalent d'un The Legend of Zelda quoi. Mais il faut croire que non. Ouais. Après, on en avait déjà parlé, mais une solution assez
assez viable, a priori, qui pourrait sauver Square Enix et leur éviter de dépendre tout le temps de Final Fantasy XIV, ça serait de faire du multiplateforme et notamment, surtout, porter les Final Fantasy sur les consoles Nintendo. A priori, c'est ce qu'ils vont faire, hein. Pour la prochaine génération de consoles, là, enfin, pour la Switch 2 notamment, c'est ce qui... Il y a énormément de bruits de couloir qui tendent vers cette direction-là, en fait. Donc a priori, ça pourrait leur permettre de remonter à la surface, quoi. La Switch 2, mais n'importe quoi. Même si elle a pas la 4K, la 4K, même si elle n'a pas la 4K, ça devrait aller. La Switch 2, elle sera à minima, hein, elle sera aussi puissante que le PlayStation 4. Donc normalement, ça devrait aller. En fait, dans le meilleur des cas, la Switch 2, en termes de puissance, ça sera entre PlayStation 4 et PlayStation 5. Vraiment. Les gens qui s'attendent à de la PlayStation 5, ils sont en mode d'élu de fou furieux. Le meilleur des scénarios, c'est entre PlayStation 4 et PlayStation 5. Vraiment, c'est le meilleur scénario qu'on pourrait avoir. Les cinématiques du futur, c'est mort. Mais tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Mais j'ai vu les images. Mais tu peux... tu fais du downgrade, mais c'est possible. Hein. Qu'il rattrape l'écart de puissance avec les autres consoles. Bah, il y aura encore un gap. Hein. Il y aura encore un gap. Je pense que Nintendo va jamais rattraper la concurrence. À moins qu'on ait une sorte de breakthrough technique qui leur permet de proposer de très bons processeurs, cartes graphiques à un prix assez réduit. Mais autrement, non. Parce qu'en fait, l'objectif de Nintendo, déjà, ils savent que les Nintendo sexuels, comme moi, ils vont acheter leur console de son quoi qu'il arrive, donc ils s'en foutent. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'ils savent aussi, ils peuvent pas se permettre d'avoir un prix trop élevé. Donc, ouais, faut pas rêver. Hein. Faut pas rêver. On n'aura pas des. Moi, je m'attends, au pire des cas, je m'attends à de la PlayStation 4. Et au meilleur des cas, je m'attends à une sorte de mix PlayStation 4, PlayStation 5. C'est du level de GOT dernière saison. Mais Tellman, des fois, j'ai l'impression tu places des mots aléatoirement. Même les cinématiques Pokémon sont pixelisées. Oui, non, mais là, c'est parce qu'ils ont fait de la merde, Game Freak. Normalement, c'est pas censé. Un jeu sur Switch, c'est pas censé être aussi moche que Pokémon Violet et Écarlate. Non, mais Tellman, déjà, Tellman, fais TOTK, fais Breath of the Wild et TOTK. Tu vas voir ce que c'est un beau jeu sur Switch. C'est une IA. Si seulement c'était une IA. Ou alors, ça se trouve, c'est une IA, mais qui vient du futur. C'est une IA qui arrive à se matérialiser. Et qui fait qui danse sur l'esplanade VNF. Vous aussi, vous trouvez que le web français est devenu complètement impersonnel. Aujourd'hui, il y a pléthore de réseaux, et pourtant impossible pour moi d'accrocher à une communauté et d'avoir des échanges récurrents avec les mêmes membres. La seule communauté en ligne francophone que je fréquente encore est un forum que j'ai rejoint il y a plus de 15 ans. Ça existe encore les petites communes sympas où tout le monde se connaît. Je pense pas. Après, je vois parfaitement où cette personne veut en venir. Quand j'étais au lycée, donc il y a très longtemps, hein, quand j'étais au lycée, j'étais sur un forum qui s'appelait PSA, que très peu de monde connaît, hein, parce que c'était une sorte de forum spécialisé dans les jeux vidéo notamment. Et il y avait peu de monde qui allait, mais du coup, on se connaissait plus ou moins tous. D'ailleurs, j'ai gardé un ami de ce forum-là. Et parfois, il y avait des rencontres IRL, etc. Donc, c'était assez sympa. Et ça a vite disparu, en fait. Dès que les réseaux sociaux sont apparus, en vrai, on n'a plus trop eu ce genre de forum mini-forum où tu connais à peu près tout le monde, où tu racontes tes histoires, etc. Les réseaux sociaux ont tué les forums, quoi. Après, en soi, si vraiment vous recherchez des forums où vous souhaitez discuter dans une ambiance plus ou moins intime, entre guillemets, gros guillemets, bah franchement, Reddit, c'est pas si mal que ça. Hein. Si vous cherchez bien les subs, les forums de Reddit, il y a peut-être moyen de trouver des subs qui pourraient vous plaire, quoi. Très vidéo comme analyse, mais je comprends de loin. Ah, quoi que toi tellement t'es peut-être pas
Bah si, je pense que t'es d'accord quand même. Parce que Talman, j'imagine, t'as fait des rencontres sur Internet dans tout ce dans tout ce qui est lié à la danse notamment, non? C'est peut-être pour ça que tu dis ça? Je rejoins le Costa. Paradoxalement, j'ai l'impression que c'est depuis l'avènement des réseaux sociaux. Alors, c'est pas une impression, c'est clairement à cause des réseaux sociaux. L'époque de MSN, Messenger et des forums me manque fortement. Les multinationales de la tech ont tué Internet. Oh, ça va. Google, Facebook, Insta, TikTok, Twitter, Reddit. Internet en 2000-2010, c'était incroyable. Plein de petits sites forums tenus par des passionnés de leur domaine, pardon. J'ai adhéré à des communautés StarCraft, à des communautés d'informatique, à des communautés WoW, à des communautés de JDR, donc des jeux de rôle, des communautés de hardware, des communautés de voitures, des communautés de blogueurs tech, des communautés de cybersécurité. Qui se souvient de Pokélord? Oh, Pokélord. Telman, c'est sûr que tu te souviens de ça, Pokélord. Il était trop bien ce site. Pas forcément, mais en fait, les réseaux sociaux dépendent vraiment de l'utilisation qu'on en fait. Ouais. Ouais, Pokélord, c'était trop bien ce site. Eh ben, ça se trouve, il existe encore, hein. Pokélord, ah non. Pokémon France l'a racheté. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Tout est impersonnel aujourd'hui. La majorité des gens veulent de la simplicité. Ils ne veulent plus rejoindre un petit forum, s'inscrire, bookmarker les liens. Les gens veulent lancer une app, avoir les notifications. Ok, blablabla, ouais. Ouais, les usages ont changé. Et puis, je pense que la génération d'aujourd'hui, donc pas la nôtre, hein, pas nous les vieux croutons, hein, mais la génération née à partir de 2000, bah, c'est pas trop son délire, hein, les forums et compagnie. Hein. Bah, elle a pas connu ça, donc forcément, c'est pas son délire. Hein. Il faut faire avec, il faut faire son deuil. Peut-être que ça reviendra un jour. Hein. Une image assez sympatoche, hors politique. Hein. 16 années séparent ces photos, donc en bas, c'était la période Obama, donc Michelle Obama, Barack Obama, Joe Biden, qui à l'époque faisait... Alors, il faisait pas jeune, mais il était en bonne santé, quoi. Sa femme. Et au-dessus, Kamala Harris, le vice-président à sa droite, si je dis pas de bêtises, son mari à sa gauche, et la femme du vice-président tout à droite. Le vice-président, je crois qu'il s'appelle Tom quelque chose. Il a l'air super gentil. Vu de l'extérieur, encore une fois, bien sûr. Ils sont plus réseaux sociaux que forum. Ah bah, ils sont à 100% réseaux sociaux. Hein. Stimuliu, qui joue... Tim Walls. Effectivement, c'est ça. Merci. Un progressiste. Ouais, j'ai vu pas mal de photos où il signait des lois pour autoriser, pour légiférer, genre les avortements par exemple, ou les cantines gratuites pour les écoles primaires et les maternelles, écoles primaires, collèges. Donc le peu que j'ai vu de lui, il a l'air sympa. Après, voilà, les politiques, on peut faire confiance à personne, je suis d'accord. Mais IMO, c'est 1000 fois mieux que la concurrence, quoi. Simuliu, donc il joue... Merde, il joue qui déjà, Simuliu dans le Marvel Cinematic Universe, là. Shang-Li, non, si Shang-Chi. Il s'est exprimé au sujet de J.K. Rowling, l'autrice de Harry Potter. Donc pour celles et ceux qui suivent un peu l'actu de Harry Potter, ça fait très longtemps que J.K. Rowling, elle a un peu perdu les pédales. Elle est très passionnée en fait sur le fait que les personnes trans, à son sens, ne sont pas des femmes. Et elle le dit, dès qu'elle a l'occasion de le dire, elle le dit. Et le truc, c'est que la communauté de Harry Potter, à la base, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont issues de la communauté LGBT. Et ça fait longtemps que ça provoque pas mal de drama, hein, cette histoire. En roue libre, mais depuis longtemps. Hein. Depuis longtemps, elle est comme ça. Hein. Je sais pas si c'est l'argent qui lui a bouffé le cerveau ou si c'est juste nous, on s'en rendait pas compte peut-être à l'époque. C'est peut-être ça, hein, en vrai. Hein.
Et du coup, Simulu, c'est un peu... en fait, il a répondu à une question de BuzzFeed. Quelle célébrité aimiez-vous avant et maintenant plus du tout? Et donc, il a cité J.K. Rowling. Je pense que l'Internet, de manière générale, saute très souvent à des conclusions hâtives et harcèle des gens qui ne le méritent pas. Mais en ce qui concerne donc J.K. Rowling, cela fait très longtemps qu'elle est sur une rhétorique pardon, anti-trans qu'elle n'a de cesse de marteler dès qu'elle en a l'occasion. Et ça a affecté beaucoup de mes amis. Et du coup, voilà. J'adore quand même Harry Potter. Donc là, je cite Simulu. Hein. J'adore quand même Harry Potter. Je déteste le cyberharcèlement et je déteste ce qu'elle est devenue. Après, encore une fois, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle est devenue ou est-ce que elle était comme ça depuis le début? Moi, je pense qu'elle était peut-être comme ça depuis le début. Hein. C'est juste qu'on s'en rendait pas compte. Hein. J.K. Rowling est très catho. Voilà. Moi, je pense qu'elle était comme ça dès le début, en vrai. C'est juste qu'on s'en est pas rendu compte et c'est tout. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout simplement. Elle est obsédée. Ouais, je sais pas, hein, c'est trop bizarre. À chaque fois qu'elle peut parler de ça, elle va parler de ça. C'est un truc de fou. Après, en vrai, moi, je comprends les personnes qui continuent d'être des Potterheads malgré tout. Je sais qu'il y avait une grosse polémique lorsque le jeu Harry Potter, là, comment il s'appelle déjà? Qui est très bien d'ailleurs, hein, apparemment. Potter, non, comment il s'appelle le jeu? Hogwarts quelque chose, là? Quand le jeu était sorti, t'en avais qui voulaient boycott. Mais en vrai, je comprends les gens qui n'ont pas boycotté, qui ont quand même acheté le jeu, parce que c'est comme si on disait à un moment donné, genre moi je suis fan de Star Wars. C'est comme si à un moment donné, hop, George Lucas, ça devient la pire des ordures. Je suis désolé, mais je vais pas boycotter Star Wars. Hein. C'est mort, je boycotte pas Star Wars. Donc je comprends les gens qui boycottent pas Harry Potter. C'est malgré tout, malgré la personne, elle a créé un univers qui est assez incroyable et qui va perdurer. Donc Hogwarts Legacy, ouais. T'as la suite qui va sortir bientôt. Enfin, t'as la suite qui a été annoncée en tout cas. Une photo de Vénus. Apparemment, c'est la photo la plus nette qu'on ait de Vénus, donc la planète. Hein. Ça a l'air très sympa à vivre. Hein. C'est-à-dire, il fait toujours jaune là. Il n'y a pas des lacs dans Vénus? Non, il n'y a pas des lacs. Je dis n'importe quoi. Moi. Ouais, c'est quand même impressionnant. Hein. Apparemment, ça, tu vois, ça c'est l'intelligence artificielle qui permet de contrôler les drones qui se posent sur la planète ensuite et qui font des photos, tout le bordel. C'est plus le fait que les acteurs en boycottent J.K. Rowling qui a fait que les gens n'ont pas tout boycott. C'est plus le fait que les acteurs en boycottent J.K. Rowling qui a fait que les gens ont pas tout boycott. Ah, ok, d'accord. Ça a joué aussi. Ouais, ok. Un exemple d'auteur détesté mais dont son œuvre est très appréciée, The Witcher. Alors, j'ai suivi l'affaire de loin, mais effectivement, apparemment, l'auteur de The Witcher, il est catastrophique. Je crois que d'ailleurs qu'il déteste le jeu vidéo, non? Il me semble que The Witcher 3, il voulait... Non, c'était pas une affaire de royalties. Il voulait avoir sa part d'argent, je sais pas quoi. Ouais, pour ce qu'à la thune, ouais. Ouais, bah, j'ai entendu que du mal de lui. Ouais, c'est comme ça, hein. C'est la malédiction de certains génies. Parfois, ce sont des personnes relativement questionnables. Jenna Ortega, incroyable actrice. C'est un peu livré sur la honte qu'elle éprouve parfois quand on lui dit qu'elle n'est pas une bonne représentation de la communauté latino, pour le coup. Parce que Jenna Ortega, elle est américaine, et enfin, elle a un père qui est américain et une mère qui est latina. Par contre, elle a jamais, elle parle pas espagnol en fait. Et il y a beaucoup de gens qui lui reprochent ça, alors qu'en vrai, ben, on s'en fout quoi. Et j'ai trouvé ça intéressant dans la mesure où ça concerne aussi pas mal de Françaises et Français qui sont métis, par exemple. Moi, personnellement, honnêtement, non.
On m'a jamais fait la réflexion. Je pense, enfin, aux États-Unis, ça doit être bien marqué ce genre de réflexion-là. Je pense qu'en France, en vrai, ça va. Euh, Culturellement parlant, c'est assez ouf. Le fait qu'on lui reproche à chaque fois. Tu parles aucune langue à part le français? Ah non, moi je. Enfin, l'anglais, on va dire l'anglais, quoi. Mais c'est tout. Parce que je ne suis pas né dans un pays où on parle espagnol, certaines personnes ont du mal à m'apprécier. C'est ce qu'elle dit. On dit qu'elle est une fake latina. Ouais, en fait, elle est donc son père est argentin. Ah non, c'est son père qui est argentin, donc c'est sa mère qui est américaine. Ah non, 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 autant pour moi. Oubliez ce que j'ai dit. Là, elle parle d'une autre actrice. Ta, 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 ta. Ouais. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon, elle devrait s'en foutre, hein, en vrai. Et au pire, si ça lui tient à cœur, elle peut tout le temps, enfin, elle peut toujours essayer d'apprendre l'espagnol. Mais c'est vrai que c'est ce genre de remarque, c'est quand même assez incroyable, hein. Ça concerne souvent enfin, ça concerne même tout le temps quasiment les personnes de couleur, hein. Soit t'es pas assez telle culture, soit t'es pas assez telle culture. Les Américains trouvent toujours quelque chose à redire, surtout sur les personnages, surtout sur les célébrités. En Amérique, ouais, je pense que c'est accentué. Après, en France, je pense que c'est un peu la même chose aussi pour les célébrités. L'espagnol est très emblématique pour les communautés latinas, c'est leur gros patrimoine. Je suis en pub. Ah, bon bah, à plus. C'est pas que aux US, ici c'est pareil. Ouais, mais moins. Aux US, c'est plus quand même. C'est plus marqué. Blablabla. Ouais, c'est dommage. Et il n'y a pas trop de manières. Je sais peut-être c'est un truc générationnel et au fur et à mesure des générations, les, les personnes issues de familles mixtes auront moins ce genre de réflexion. J'espère, hein. C'est vrai que c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf de s'entendre dire t'es une fausse latina, quoi. C'est horrible. Je trouve ça vraiment important de connaître ces langues. Alors moi, je t'avoue que j'en ai rien à cirer, mais vraiment ultra rien à cirer. Moi, pour prendre mon exemple personnel, hein, je suis né en France, j'ai été élevé, bah, du coup, selon les codes français, quoi, les us et coutumes françaises. Du coup, franchement, mes pays d'origine, pas les pays d'origine, c'est même pas mes parents, parce que ma mère, elle est née en France aussi, mais on va dire les pays d'origine de mes grands-parents, que ce soit maternelle ou maternelle, enfin paternelle ou maternelle, bah j'ai aucune, enfin moi je sens aucune connexion quelle qu'elle soit, j'en ai rien à cirer. J'ai absolument pas envie d'y aller, je m'en fous, clairement. J'en ai vraiment rien à fiche. Donc je pense que c'est très personnel ça, pour le coup. Moi vraiment, rien. Il y a énormément de personnes dans mon entourage. J'ai plein d'amis qui sont pas arabes et qui parlent, enfin qui connaissent plus de mots arabes que moi, par exemple, tu vois. C'est comme si demain on a un Français qui parle pas français, c'est la Qatar. J'ai pas compris. Oui, je pense aussi, ouais. Bon après chacun, en fait ça doit être personnel quoi. Si tu ressens le besoin d'explorer la culture de tes parents, de tes grands-parents, bah fais-le. Mais faut pas que tu sois comment dire, faut pas que tu aies la pression de telle ou telle communauté, hein, parce que sinon c'est un peu biaisé. Et si tu ressens pas le besoin, bah voilà, c'est tout, hein, j'ai une grand-mère polonaise, mais mes cousins et moi n'avons rien hérité culturellement. C'est la même chose pour moi, hein. C'est la même chose pour moi. Donc du coup, il y a pas vraiment de besoin d'en apprendre davantage ou quoi que ce soit. Et puis en fait, c'est même un peu différent. Il y a beaucoup d'aspects de ces cultures-là qui, pour moi,
n'entre pas du tout en accord avec mes valeurs à moi, tu vois. Notamment tout ce qui est la question LGBT. Je pense que Telman sera d'accord hein, là-dessus. Notamment tout ce qui a accord, tout ce qui a rapport avec la communauté LGBT, les minorités, les femmes aussi. Donc c'est encore, ça donne encore moins envie de s'apesantir dessus, quoi. J'ai eu la chance de grandir au Congo et j'ai appris les langues avec ma grand-mère. Donc du coup, tu parles très bien congolais. En gros, si demain une célébrité française reconnue affirme ne pas parler français, les gens vont râler. Ah ouais, moi après les Français, on aime bien râler sur tout et n'importe quoi, donc je me débrouille. Ok. Ok. Bah, Jenna Ortega, don't pay them any mind. If you want, you can send me a PM. Borderlands is failing already. Donc il y a le film Borderlands qui est inspiré du jeu vidéo, qui va sortir bientôt ici, qui est sorti déjà aux US, et c'est un gros bid. Je pense que personne n'est vraiment surpris pour le coup. Ça s'annonçait assez nul. Hein. Apparemment, ça respecte pas du tout le jeu vidéo. Enfin, ça respecte pas le lore du jeu. T'as certains choix du cast qui font un bon taf, mais ça suffit pas à sauver le film. Donc, c'est un peu dommage, parce que en 2024, quand même, normalement, on a déjà eu des exemples de films inspirés de jeux qui ont bien réussi. Donc, suffisait juste à reproduire la recette. Mais malheureusement, tu as certains studios qui veulent persister à faire n'importe quoi. Et du coup, voilà, on se retrouve avec du caca. C'est dommage. Après, moi, je m'en fous du. J'ai pas joué au jeu, donc en vrai, ça m'attriste pas plus que ça. Mais de manière plus générale, c'est vrai que c'est toujours dommage de voir un échec d'adaptation live d'un jeu vidéo connu, quoi. Ils ont aligné un très beau casting, quoi. C'est dommage. Après, alors faut faire gaffe, hein. Ça se trouve le film est décent. Ça arrive parfois, tous les avis sont négatifs, tu vas voir le film et tu dis oh bah il est pas si mal que ça. Mais là ça sent quand même mauvais. Même Jack Black, apparemment, ne fait pas trop la promotion du film. Donc ça veut un peu tout dire. Hein. Ça veut un peu tout dire. Tant que c'est pas comme DBZ, non. Après DBZ, c'était le pire du pire pour le coup. Les gens ne suivent plus les jeux depuis longtemps. Tu veux dire les studios? Ça dépend. Genre, regarde la série live Fallout. Bon, j'ai pas joué au jeu, mais on m'a dit que ça suivait quand même pas mal. Ça respectait les principaux codes entre guillemets. Après, c'est pas une série live, mais genre Arcane, très très bonne adaptation du lore de League of Legends. Super Mario, très très bon film d'animation. Donc il y a de quoi. Enfin, maintenant on a quand même des bons films qui peuvent faire office de référence ou des bonnes séries. Ouais, bah force aux fans de Borderlands. Dommage. Alors, encore une vidéo un peu flippante de ChatGPT 4o. Donc c'est l'intelligence artificielle qui est capable de parler de manière plus ou moins naturelle. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une sorte de bug. Et vous allez voir ce que ça donne. Just for the sake of doing it. I think it's really important. That's such a pure and admirable approach. It's clear you're driven by a genuine passion for what you do and the impact it can have, rather than by recognition or acclaim. It's refreshing to hear that kind of perspective, especially in such a cutting-edge field. No. And I'm not driven by impact either. Although if there is impact, that's great. It's just like, imagine being on the edge of the earth, you know, just because you could be. That's what it feels like to me. I just want to be in the space where it's all happening. Alors, est-ce que vous avez compris? À droite, c'est ChatGPT. À gauche, c'est la personne de base qui parlait à ChatGPT. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une conversation normale.
il parlait de, je sais pas, j'ai pas trop compris de quoi il parlait. J'ai pas trop, je me suis pas trop penché là-dessus. En revanche, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que ChatGPT parlait, à un moment donné, elle a fait non, vraiment out of nowhere. Et ensuite, elle a copié parfaitement la voix de son interlocutrice humaine à la volée. Et c'est ça qui est hyper flippant. Donc c'est un bug. Hein. Et ça veut dire qu'en gros, ChatGPT, à l'heure actuelle, ou de manière générale, l'intelligence artificielle vocale, peut copier dans le plus grand des calmes votre voix. Et voilà. Donc, ouais, c'est... D'un côté, ça peut être sympa si on maîtrise la chose. Ça veut dire que, par exemple, si on arrive à une IA qui est suffisamment compétente pour passer à votre place ou pour répondre à votre place à des appels téléphoniques, par exemple, pourquoi pas? Si elle dit, bien sûr, avant, je suis une intelligence artificielle. Mais dans le pire des cas, ça peut, en gros, on peut se faire passer pour vous, quoi. On peut se faire passer pour vous avec votre voix et vous faire dire n'importe quoi. C'est flippant. Ouais. Ce qui est fou, c'est que c'est que le début, en fait. Là, c'est vraiment que le début. Hein. Donc, va falloir se préparer parce que autant on va avoir de très très bonnes découvertes dans les prochaines années, autant il va y avoir de très très gros malus également de temps à autre. Les centres d'appel indiens qui vont bientôt fermer. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Une fois que la technologie elle sera suffisamment abordable, c'est finito les centres d'appel. Hein. C'est finito. À partir du moment où ça devient plus intéressant d'investir dans une IA vocale plutôt que des centres d'appel, bah c'est fini. Hein. Je pense que ça, les centres d'appel, ça fera partie des premiers postes vraiment à être licenciés en masse en fait. Je pense. On verra bien. 10, 15 years. Alors, on a encore une prédiction de Andrew Ng. Je sais pas qui c'est, mais il me semble que c'est une sorte c'est un expert en IA ou ce genre de truc dans la tech et qui affirme être 100% confiant que l'IA n'est pas en train de plafonner, qu'il va y avoir de nouvelles avancées très rapidement, qui vont bouleverser toutes les prédictions que l'on avait pu faire à son sujet. On va voir ce que donne l'interview en elle-même. There've constantly been a small number of voices saying AI is hitting a wall. I think that lots of statements to that effect were all over and over proven to be wrong. I think we're so far from hitting a wall, and I'm surprised that anyone even seriously say that at this moment in time. Alors en fait, pourquoi il y a beaucoup de monde aussi qui dit que l'IA est en train de plafonner, c'est parce que c'est vrai que en fait, c'est allé ultra vite d'un coup, notamment avec ChatGPT 4 qui a bouleversé pas mal de choses, Midjourney aussi qui commence à faire des visuels de fou, et puis après là, ça fait quand même une petite année maintenant que c'est effectivement c'est un peu en train de plafonner. Oui et non en fait. On a l'impression que ça va pas. On s'attendait à ce que ça aille plus vite, et finalement ça monte, ça évolue, mais pas si vite de ce à quoi on s'attendait. En gros, on s'est un peu automatrixé le cerveau en pensant que ça irait vraiment très vite, et c'est pas allé aussi vite qu'on le pensait. C'est surtout ça en fait le problème qu'ont pas mal de personnes qui s'intéressent à l'IA. AI technology, which is a general purpose technology, has advanced so much, and there are advances that are just breaking now, even in the near-term horizon, that the set of tasks we could do with AI is just growing rapidly. At this moment in time, a lot of attention on generative AI and large language models. The set of tasks we can get them to do, frankly, significantly surpasses what's actually been deployed so far, and it's actually very clear that un peu l'impression que le coût en ressources énergie est exponentiel. C'est pas qu'une impression, c'est la réalité. Ça coûte énormément de ressources énergétiques en termes de serveurs, notamment. Après, on commence à inventer des technologies, des modèles qui optimisent le ratio.
Donc ça, c'est une bonne chose. Mais de manière générale, à l'heure d'aujourd'hui, au niveau notamment pollution énergétique, c'est très 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 significatif. Ouais. Très 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 significatif, vraiment. Pour le coup, c'est pas foufou. C'est pas foufou. Après, à moyen terme, ça pourrait permettre de faire des découvertes assez fondamentales dans les domaines de la science, notamment, de la biologie, de la robotique, tout ce qui est maladie et compagnie. Donc, à voir. C'est peut-être une pollution qui en vaut la chandelle. Je sais pas. More inference capabilities, more GPUs or other types of hardware is a bottleneck to just getting a lot more AI out in the world. And this is a problem that we know will be solved. There are very strong financial motivations to solve the supply chain, be it GPUs or other types of hardware. So even if AI stopped inventing any new tech, there will be a lot more deployments in AI in the next few years. Ouais, ce qu'il est en train de se dire, c'est que même, c'est ce qui se passera pas. En fait, le problème de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle, par exemple, ChatGPT, ça fonctionne sur ce qu'on appelle des LLM, des Large Language Models. En gros, on va foutre énormément de data dans ces modèles-là, mais genre de la data à n'en plus pouvoir, prise d'Internet. Et du coup, cette data-là, faut qu'elle soit stockée sur des serveurs, d'où le coût énergétique. Par contre, le problème des LLM, c'est qu'en termes de raisonnement et de planification, c'est zéro. Ça ne sait pas réfléchir, en fait. Ça ne réfléchit pas du tout comme un être humain. Et c'est pour ça que souvent, parfois, on a des réponses qui sont à côté de la plaque. On appelle ça les hallucinations. Du coup, ça pose problème, mais ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'on cumule maintenant différentes sortes de modèles. Donc on va voir les LLM et on commence à avoir ce qu'on appelle le Reinforcement Learning, qui justement permet de contourner un peu cette limite et à terme pourrait permettre à l'IA de planifier, de raisonner comme pourrait le faire un être humain. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que même si on reste sur le LLM, en fait les LLM, même si c'est débile, même si ça raisonne pas comme un être humain, ça peut donner la sensation de faire comme un être humain grâce à toute la data qu'on balance dedans en fait. Si on balance énormément de data, ils peuvent parfois donner l'impression de raisonner. Mais en fait non. C'est ce qu'il est en train de dire. En fait, les LLM n'ont pas encore atteint leur ultime forme, quoi. Là, on est sur un freezer, c'est freezer deuxième forme en ce moment. And of course, the even better news is there are also new tech on the horizon that's stacking on top more and more S-curves that drive even more applications in the future. There are already, I think, a lot of good, I would say, pretty validated ideas that drive significant ROI that for, frankly, whatever capacity types of reasons that will absolutely get solved in the next 1 or 2 years have not yet been deployed. So this is why I'm 100% confident there will be a lot more valuable AI projects. It's because the bottleneck to getting them deployed is stuff like, GPU supply chain, right? And so those GPUs will get made and more projects will get deployed. Ouais, je suis un peu, je suis plus ou moins d'accord avec lui. Ça va. Quand on voit ce que fait Nvidia notamment au niveau des cartes graphiques, l'IA, tous les projets qui sont annoncés, c'est en train de se mettre en place en ce moment, donc on est encore loin d'avoir vu ce que ça peut donner, quoi. Alors, on reste sur l'IA. Un clip qui a été fait sur un éventuel futur qu'on pourrait avoir d'ici 10-15 ans peut-être, si on fait pas suffisamment gaffe. Donc c'est généré par vidéo, hein. C'est Wall-E. Grave. C'est 100% Wall-E.
Très très bon film Wall-E d'ailleurs, que je recommande. Est-ce que dans Wall-E, ils avaient aussi les... Non, ils avaient pas les casques à réalité virtuelle par contre. Hein. C'était juste, ils étaient sur des espèces de sièges. Attends, ah quoi que je sais plus. Ils avaient des casques aussi? America Fudge Yeah. Non, ils avaient pas les casques. Là. Ok. Alors, en Chine, certains chercheurs, certains laboratoires sont en train de travailler sur des... Comment on appelle ça déjà? Worms. Comment... Mince. J'ai pas le mot. Attends, je sais plus. Comment on appelle ça? Embryon, c'est pas embryon, non. Quand ce qui abrite un nouveau-né, ce qui abrite un bébé. Putain, fœtus, placenta, non. C'est putain, je sais. Utérus, purée. Utérus. Donc, t'as des laboratoires chinois qui sont en train de travailler sur des utérus synthétiques. Donc des utérus artificiels. Vous voyez un peu Dragon Ball? Attends, est-ce que c'est dans Dragon Ball ça? Non, je dis n'importe quoi. C'est pas Dragon Ball. Il y a un anime où t'as ce concept qui est montré là. En gros, vous voyez les tubes dans Dragon Ball où ils vont genre ils ont pris des... Merci pour le follow, c'est qui s'est follow? Théo, merci Théo. Bienvenue sur la chaîne. Genre, quand t'as un Saiyan par exemple qui a eu beaucoup de dommages sur lui, il va se régénérer dans une sorte de tube avec de l'eau là en apesanteur. Ben les utérus artificiels synthétiques, c'est un peu le même délire. C'est dans des espèces de tubes avec de l'eau là. Et par contre, à l'intérieur, ça serait pour mettre des enfants. Et t'as des laboratoires chinois qui sont en train de travailler sur ça. Et une des théories qui pourrait être appliquée en Chine, surtout en Chine, parce que en Chine, c'est très étatique. Donc en gros, l'État peut imposer pas mal de lois s'il estime que ça va servir ses intérêts. Ce qui pourrait être faisable plus tard, si vraiment ils arrivent à faire les utérus artificiels, c'est de proposer à des couples, par exemple, ou même proposer juste à des citoyennes, comment dire, d'éduquer, d'adopter les bébés qui seraient dans ces utérus-là, en échange d'une certaine somme d'argent. Et cela pour enrayer le phénomène de comment dire ça, de dénatalisation qui est en train de se passer à travers le monde. T'as de moins en moins de personnes qui veulent faire des enfants. Et ça fait longtemps que maintenant que la Chine essaie de résoudre le problème. Pas que la Chine, hein, tous les pays. Macron aussi. Hein, qu'est-ce qu'il a dit Macron? Réarmement démographique. Et donc voilà, c'est ce qu'on pourrait avoir dans le futur en Chine. Faire du clonage pour avoir des organes. C'est même pas du clonage en fait, là c'est des bébés. Hein. C'est carrément des êtres humains. Des bébés avec des super pouvoirs. Tu dis ça en rigolant, Irador, mais si on arrive à maîtriser tout ce qui est CRISPR et compagnie, donc la modification génétique, ça pourrait donner des super humains. Même pour nous, hein, ça pourrait nous améliorer en termes de muscles, en termes de capacité pulmonaire, coronaire, etc. Et plutôt que de bien étudier le souci, on fait encore plus de conneries. L'impact des mangas dans les Jeux Olympiques. On va essayer de reconnaître les mangas. Bon, là, c'est facile. C'est du Dragon Ball. Bon, là, ils mettent le résultat. Donc, c'est quelqu'un qui imitait Luffy en Gear 4. Là, c'est... est-ce que... Si vous n'avez pas deviné le manga, franchement, honte à vous. Putain, il a vraiment les 5 cartes. Non, t'as 6 cartes en tout? Non, t'as 5 cartes, ça. 5 cartes.
Est-ce que, alors, on fait un petit quiz. Est-ce que vous arrivez à deviner le manga? Est-ce que vous arrivez à deviner les 5 cartes qui sont présentes à droite et à gauche de l'appareil? Et est-ce que vous arrivez à deviner la carte qui est au centre? Exodia, c'est ça. Et au centre, c'est qui? Enfin, c'est quelle créature? Il l'a sorti pendant les JO. C'est trop drôle. Je vois mal. Oh, ça se voit là. T'abuses, toi. C'est le dragon, ouais. Le dragon blanc aux yeux bleus, c'est ça. GG. Et donc ça vient de Yu-Gi-Oh, bien sûr. Est-ce que vous arrivez à deviner? Alors, est-ce que vous arrivez à deviner spécifiquement ce que ça? L'équipe de tordus, ouais. Alors, il me semble, je suis pas sûr à 100%, moi. Je crois que c'est l'équipage Ginyu, quelque chose de genre là. Comme ça. Non, hop, hop. Merde, je peux pas... Ok, d'accord. Je crois que c'est Ginyu comme ça qu'on dit. Ouais, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 5 Zozo, ouais. Bon, là c'est facile. Dragon Ball, la fusion. Et encore du Dragon Ball. Bon, franchement, on a beau dire, hein, je suis désolé. Hein, mais aussi puissant soit One Piece à travers le monde, en termes d'impact culturel, je pense, premier degré, que Dragon Ball reste au-dessus. Je parle pas en termes de vente. Hein. Je parle en termes d'impact culturel. Je pense, premier degré, que Dragon Ball est au-dessus de One Piece. Après, il y a One Piece, je suis d'accord. Moi, je dirais, en termes d'impact culturel, Dragon Ball, One Piece, Naruto. Mais si, non mais Tellman, qu'est-ce que tu racontes? Tellman, il est jamais... Tellman, toi, c'est soit un camp, soit l'autre. T'es jamais dans le dosage, toi. DBZ a 0 impact sur ma vie. Et Ranor, t'es pareil que Tellman. Il y a 0 dosage. Il est grave kiffé, mais pas vraiment d'impact. Mais bah si, quand même. T'as pas vu, là, t'as un athlète qui a fait la pose de Luffy, là. Regarde, tu vois. En fait, je pense que au Japon, c'est One Piece 100%. Mais par contre, en Occident, je dirais que c'est Naruto qui a plus d'impact culturel que One Piece. DBZ a marqué un vrai tournant sur la vision des animes. One Piece n'a pas vraiment changé. Oui, mais bon, One Piece, c'est dans les chaumières, quoi. Petite sélection de grands films d'animation. Nous allons pas voir les bandes annonces parce que sinon on se ferait mute. Akira, ouais, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, Akira. Hein. J'ai mis longtemps à le voir, Akira. Donc j'ai volontairement évité de citer Disney, Pixar, Ghibli, bien sûr, c'est normal, parce qu'on les connaît tous. Alors, on a du Roi et l'Oiseau. Je l'avais vu quand j'étais tout petit, je me souviens pas du tout. Ça a été réalisé dans les années 50 par Grimaud, un Français, hein, c'est ça. Hein. L'intégralité des dialogues sont écrits par Jacques Prévert, qui a également co-signé le scénario. L'un des plus beaux films d'animation de l'histoire. Un monument qui marquera Miyazaki dans sa jeunesse. Ah oui, à ce point-là. Je vous passe le lien, ça peut peut-être vous intéresser, ça. J'étais en primaire quand j'ai vu le moment où le mec perd ses tripes par terre. Putain, je l'ai vu il y a 2 ans, Akira. Ce moment-là, je l'ai déjà oublié, quoi. Le Roi des singes des frères Wan, 1965, film d'animation chinois réadaptant en partie le roman La Pérégrination vers l'Ouest, racontant la révolte de Sun Wukong, le roi des singes, contre l'empereur de Jade du Monde Céleste. Ok. La Reine des Neiges de Lev Atamanov, presque 60 ans avant Disney, une première adaptation du roman du même nom a été réalisée en URSS, rappelant Paul Grimaud dans son dessin. Le film a remporté plusieurs prix à Venise comme à Cannes. Ensuite, Horus, Prince du Soleil, de Isao Takahata, qui est sorti en 1968. C'est loin d'être son meilleur film, mais historiquement très important. C'est le premier film d'animation japonais pensé pour un public plus adulte.
La planète sauvage de René Laloux, 1973. Un film français, mais pas tout à fait. Le film a été coproduit en Tchécoslovaquie. Récompense du prix spécial de Cannes. La planète sauvage est un film plus que singulier, et ce sur tous les aspects. Intéressant. Le géant de fer de Brad Bird, qui est sorti en 1999. Alors que les années 90 voient le retour au premier plan de Disney et l'émergence de Pixar, la Warner Bros. Produit ce film. Inspiré du travail de Disney, de Grimaud et de Miyazaki, le film sera considéré comme un grand classique, malgré son échec au box-office. Le géant de fer, il me semble que je l'avais vu, mais il m'a pas marqué, mais j'étais petit aussi quand je l'ai vu. Akira, de Katsuhiro Otomo, 1988. Bon, ok. Lui, je pense que vous le connaissez tous. Effectivement, tout le monde le connaît. C'est mon film préféré. Toujours aussi beau, presque 40 ans plus tard. Toujours aussi exceptionnel, toujours aussi marquant. Je suis d'accord, même si j'ai un peu oublié. Le sommet des dieux, Patrick Imbert, 2021. Adapté de l'excellent manga de Jiro Taniguchi. Jamais un film ne m'aura autant donné la peur de la montagne et du vide que celui-ci. Ah, il est assez récent en plus, hein. Le sommet des dieux. Ok, d'accord. La Passion Van Gogh de Dorota Kobiela et Hugues Welchman. Il date de 2017. La grande particularité du film est qu'il est entièrement animé à partir des œuvres du peintre. Un film d'autant plus marquant si vous aimez les œuvres de l'artiste. Ouais, bon, ça c'est pas ma tasse de thé, hein. Psychonautas, Alberto Vasquez et Pedro Rivero, 2015. Film d'animation espagnol, surréaliste, horrifique et extrêmement stylisé. Une pépite visuelle. Key. Dans les bijoux d'animation, mais thématiques par contre très dures, on a Vals avec Bashir de Harry Folman. Ok. On a Millennium Actress de Satoshi Kon. Summer Wars. Bon, lui, il est assez connu quand même. Un été avec Coup. Le film n'est certainement pas le plus beau, mais il a sans doute une superbe histoire qui m'a fait chialer étant petit et qui me fait encore pleurer. Le film retranscrit les émotions des personnages à la perfection. Ça, je voulais le voir un été avec Coup, puis bon, finalement, j'ai oublié. On a Les Maîtres du Temps de René Laloux, dessin animé de science-fiction fait à partir de dessins de Moebius, qui a été aussi une inspiration de Miyazaki, chef-d'œuvre scénaristique de dessin et d'animation. Azur et Asmar de Michel Oslot, en 2006, film d'animation qui fait voyager de l'autre côté de la mer dans des paysages époustouflants. Ok, L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais bon, ça c'est un classique. Hein. Kay. Un dessin animé très vieux que je regardais petit, c'était Ganda Aar. Qu'est-ce donc? Ganda Aar, ça me dit rien. Ah. Non. Ou peut-être que j'ai vu des extraits. Ça a l'air de faire un peu peur, hein, Eleanor. Hein. Si j'avais vu ça étant petit, je pense que j'aurais fait des cauchemars. Hein. Et ça parle de quoi, Ganda? C'est spécial, là. Ouais, ça a l'air un peu bizarre. Hein. Ok. T'avais aimé? Ça a l'air de traiter d'une certaine idéologie, non? J'ai vu des robots faire un certain signe. Ok, donc on a aussi du Gandahara qui a marqué certains esprits. Je me souviens plus de l'histoire, là. Tu m'étonnes. La justice américaine pourrait casser l'accord entre Apple et Google. Google paye chaque année une véritable fortune pour rester le moteur de recherche de l'iPhone et des autres appareils d'Apple. Le département de la justice, DOJ, Department of Justice des États-Unis, a permis de révéler que Google avait versé 20 milliards de dollars à Apple en 2022 afin de conserver cette position préférentielle sur Safari. Donc en fait, sur Safari, le moteur de base, c'est Google. Cela représenterait 20% des bénéfices de la firme de Cupertino sur cette seule année. 20% des bénéfices d'Apple, ça viendrait de Google qui paye une sorte de prime pour être mise en avant. Ce qui est assez insane. Et merci Seb, merci beaucoup. Ça va? Moi j'avais une grosse peur de l'espace et tout ce qui n'est pas humain. Ah oui, donc là, cauchemar assuré. T'as toujours peur de l'espace ou pas? Parce qu'il y a un film, il était super bien. C'était avec Sarah Bullock, je crois. Gravité. J'ai trop kiffé. Il était trop bien ce film. Ça là, voilà.
Gravité avec Sandra Bullock et George Clooney. C'est passé, ok. Je recommande Gravité si vous n'avez pas vu. Très très sympa. Bon, après, bah, alors très sympa si on n'a pas la peur de l'espace. Hein. Parce que sinon c'est compliqué. Hein. E.T. je peux pas le voir. Je veux rentrer maison. Donc c'est juste, c'est cette somme incroyable de 20 milliards de dollars par an qui fait tiquer les juges américains. Et du coup, ils ont déterminé que cet accord n'est pas en accord avec les pratiques anticoncurrentielles du pays. Blablabla, donc Google va faire appel de, cette, de ce que compte faire la Cour de justice américaine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que apparemment, en fait, il ne s'agit pas seulement de moteurs de recherche, en fait. Parce que 20 milliards pour juste placer Google sur Safari par défaut, ça paraît difficile à concevoir dans la mesure où, la plupart du temps, même si tu laisses le choix aux internautes, la plupart d'entre eux, ils vont quand même choisir Google. Donc en fait, ce qui se murmure en coulisses, c'est que Apple accepterait de ne pas lancer son propre moteur de recherche contre ces 20 et quelques milliards de dollars par an. Donc ça pourrait être ça surtout. On va parler The Event. Est-ce que vous allez suivre le The Event? Moi je pense que je vais suivre de loin. Mais je vais essayer un peu de suivre quand même. Bravo pour ton taf, petite question, combien ça coûte un The Event organisé? Est-ce que vous vous remboursez sur la cagnotte? En tout cas, merci pour l'événement. Un The Event, ça coûte entre 500 000 et 1 million d'euros. Suivant, ultra cher, hein. Suivant les années, suivant à quel point on a mis le paquet sur le concert. Mais là, on est plus proche du million d'euros que de 500 000 euros, pour être tout à fait honnête. Et non, on ne se rembourse pas sur la cagnotte. L'événement étant financé par, avant, 3 entités. Mais maintenant, aujourd'hui, plus que 2. Puisque avant c'était ZT Productions, donc ma boîte, Twitch et les assos. Aujourd'hui Twitch ne donne plus rien aux événements. Ah, Twitch ne finance plus les events. C'est uniquement ma boîte et les assos. Évidemment la grosse part c'est les assos, hein, bien évidemment, mais on participe toujours avec ma boîte pour une grosse partie et voilà. Et d'ailleurs je précise que c'est la boîte qui participe, mais c'est pas considéré comme un don, hein, puisque c'est évidemment quelque chose qui, comment dire, qui n'est pas considéré comme de la charité. On loue des salles, on paye de la sécurité, on paye des chambres d'hôtel, on prend du personnel de sécurité, etc. C'est pas des dons, hein, qu'on met pour organiser ça, donc évidemment. Voilà. C'est stratégique de plus donner aux événements de la part de Twitch. Il y a combien de, il y a combien de streamers à The Event de manière Les générale? assos payent pour être aux The Event. Il y en a quoi? Il y en a une On cinquantaine les contacte et en tout elles participent au financement du truc. Voilà. Pour la plupart des événements sont-ils à perte, certains sont rentables. Le seul qui a été en rentable à un moment, c'est la Trackmania Cup, qui nous a fait dégager un peu d'argent pour les 2 dernières éditions avant celle de Bercy. Mais étant donné ce qu'a coûté celle de Bercy, je sais pas vraiment si on peut dire qu'au global l'événement a été rentable. Donc non. Aux events, 36 environ. Ok. Donc non, effectivement, ouais. Effectivement. C'est pas beaucoup, hein. Ouais. Je trouve. Ouais. Si on compte tous les streamers, tous les gros streamers de France. Ouais, bah bien sûr, il y a beaucoup de coupes budgétaires. Les événements font partie de ça. Il y a eu un plan de licenciement économique énorme. Coucou Fosherdam, comment vas-tu? Et Amazon n'y a pas coupé, donc Twitch. Et voilà, les événements font partie de ce truc-là. On parle de la The Event. Ok. Vous la suivez un peu, la The Event? Je vais essayer de la suivre cette année. Ça m'est jamais arrivé. J'ai juste suivi vite fait via des clips sur YouTube, en fait. C'est surtout ça. Mais je vais essayer de la suivre un peu plus cette fois-ci. De ce que j'ai cru comprendre, ils vont tester un modèle à 100 streamers. Mais par contre, les gens ne seront pas forcément sur place. En fait, à terme, ils ont envie de lancer un The Event où tout le monde pourrait participer, je crois. Un truc du genre. En distanciel, donc 100 en distanciel. Ah, il y aura plus personne sur place? Moi, en tant qu'introverti, je trouve que c'est une très bonne idée. J'aurais beaucoup de mal, si j'étais un gros streamer par exemple, je pense pas que je pourrais aller dans un endroit où il y a plein de monde comme ça serait compliqué. Ou alors je me ferais violence, quoi.
Distanciel, ça me paraît être une bonne idée. Et du coup, ça fait, il y en a 100. Ok. Ouais, il y en a 100 cette année. Et peut-être que l'année prochaine, ils vont en mettre plus. Ou ça sera ouvert à tout le monde. Je crois que c'est un truc comme ça. Bah, moi, ça va, Faucheur, ça va. J'ai quand même chaud. C'est un peu chiant, ça. J'ai un peu chaud. Mais sinon, ça va. On va parler de 2XKO. Donc, le jeu de combat de Riot, qui est à l'origine de League of Legends, que j'ai vu un peu chez Kayane notamment. J'aimerais bien retrouver des... Est-ce que Kayane, elle en parle? Enfin, est-ce qu'elle a mis des trucs sur sa chaîne, peut-être? Non. Parce qu'en gros, c'était hier soir, t'as eu la version bêta qui a été distribuée à des gros streameuses. Ah si, elle a mis des petits shorts, ok. On va voir des t-shirts. En fait, elle est en live. Bah vas-y, on va la raid. Non. Si vous débutez complètement sur 2XKO Donc et ça que ressemble vous à ça. galérez sur les combos parce que ouais, ils peuvent être vraiment très très longs et difficiles à apprendre hein, parce qu'il y a beaucoup de coups, beaucoup d'enchaînements et tout. Mais il y a un conseil que je peux vous donner qui vous permet de faire ces combos très facilement. Là par exemple, je n'appuie que sur une seule touche à chaque fois. Attaque légère plusieurs fois, attaque moyenne plusieurs fois, attaque forte plusieurs fois. Et ça fait ces auto-combos là, utilisant les ressources qui sont disponibles elle pour fait encore votre de la compète, personnage. Donc, comment faire pour faire ces combos? Vous choisissez votre équipe, hein, donc moi j'ai Harry, Illaoi, et c'est au moment de choisir votre fusion que vous devez prendre impulsion, et donc ça vous permet de faire ces auto-combos en appuyant plusieurs fois sur l'attaque légère, ou moyenne, ou forte, et voilà, je trouve que c'est très très bien pour commencer le jeu. Vous prenez pas trop la tête à essayer d'apprendre les combos, surtout que le jeu va changer, hein, c'est qu'une alpha test, donc n'hésitez surtout pas à utiliser ça pour commencer. C'est pas bêta, Si c'est vous alpha. débutez complètement sur 2XKO et que vous... Ok, est-ce qu'il y a d'autres shorts? Ici, là, c'est celui-là. J'ai pu jouer au jeu de combat dans l'univers de League of Legends nommé 2XKO. Dans cette version early du 2XKO, jeu, ça se 6 prononce. personnages étaient jouables avec Yasuo, Illaoi, Echo, Darius, Braum et Harry, et on pouvait choisir Je connais que entre Echo, 4 stages. parce que j'ai vu Arcane. 2XKO est un jeu de combat de type anime fighter Curieux en de voir ce 2 que Riot va versus faire dans 2 un jeu de avec un combat. système Ils de sont bons à tag. rendre un jeu à la On fois choisit casual et donc 2 compétitif. personnages Ouais, et on peut ils ont une switcher sacrée de expérience personnage en la pendant la matière, hein. partie et faire appel à l'assist pour venir en aide. Et on peut même faire du 2 joueurs contre 2 joueurs où chaque joueur prend son propre personnage et c'est un mode super fun. J'ai pu tester ce mode avec le célèbre joueur de Street Fighter Crimson et on s'est vraiment bien amusé face aux développeurs du jeu. Il faut bien sûr communiquer et avoir une bonne synergie d'équipe pour bien s'en sortir. Les commandes du jeu sont simples, il n'y a pas de commandes compliquées à base de quart de cercle, mais il n'en reste pas moins difficile à maîtriser tant les choses vont très très vite. Et du fait que ce soit un jeu en équipe, il y a des tonnes de phases et de mix-up à travailler et c'est vachement plus complexe qu'il n'y Ça a paraît. l'air sympa, hein. J'ai pu C'est dommage que ça sera pas... J'imagine que ça sera pas sur Switch. J'imagine que ça sera pas sur Mac non plus. Donc, bah vous me direz comment c'est. J'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui vont y jouer. Et du coup, c'est du 2 versus 2. Et quand j'ai vu les lives hier soir, hein, c'était 2 streamers contre 2 streamers. LOL est bien sur Mac. Ah ouais, c'est vrai. Riot, ils font pas mal. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc, ça sera peut-être sur Mac, ouais. À voir, j'espère. J'aimerais bien tester. Mais en plus, ça sera... C'est du free-to-play, hein. On est d'accord, hein. Comme d'habitude. Les médailles, on en est où? Chine en première position. 32 médailles d'or, 25 d'argent, 20 de bronze, 77 médailles en tout. États-Unis, 30 médailles d'or, 38 d'argent, 36 de bronze, 104 médailles en tout. Australie, hein. Australie, je trouve que c'est le pays le plus impressionnant. Parce que c'est quand même... ils ont une grosse superficie, mais quand même, par rapport à, par exemple, États-Unis, Chine... Attends, est-ce que l'Australie, en termes de superficie, c'est plus grand que la France? Je crois que oui, hein. En vrai, je crois que oui, hein. Australie, superficie du 7 millions, ok. Oui. Et la France, c'est combien du coup? 7 millions. What? Non, c'est une blague. Ah ouais, mais, non, attends, mais c'est énorme en fait l'Australie.
Je savais que c'était plus grand, mais je pensais pas que c'était à ce point plus grand. Ah ouais. Ah oui, donc 550 000 superficie au kilomètre carré de France. Australie, 7 millions. 7,7 millions. Purée. C'est 14 fois la taille de la France. C'est presque aussi vaste que les États-Unis hors Alaska. Purée. Bon. Ça relativise un peu la 3e place. Ah! Par contre, il y a 30 millions d'habitants. Donc c'est des monstres. Attends. Si on compare avec la France, on a combien d'habitants, nous, en France? On a 67 millions. Ah oui, donc c'est des monstres. Ah oui, donc en fait, c'est des gros monstres. Ouais, ouais. 67 millions en France. 26 millions en 2022. Ouais, 67 millions. Bah purée. Avec des monstres sur leur territoire. Mais c'est ça. C'est vraiment... C'est Grid Island, l'Australie. Donc, c'est vraiment surprenant, au fond. La taille... J'étais tombé sur une image d'un crocodile ou d'un alligator, je sais plus, en Australie. Mais vraiment, mais... C'était un dinosaure, le truc. Bon, je pense pas que je vais réussir à la retrouver sur Google, ça va être compliqué. Peut-être sur Reddit, attends. Crocodile Australia, Reddit, Giant. Il y a peut-être moyen de trouver... de retrouver le... Non, c'est pas ça. Oh, voilà. Vous vous rendez compte de la taille? C'est le continent caché. Ouais, c'est même pas Grid Island en fait, c'est c'est le continent caché. Purée. Non, c'est quand même c'est impressionnant. Hein. Crystal clear this water is. And guess what, guys? We were just about to spear a barramundi right here, and then guess what we saw? That's right. That's about Oh, il est 4.5 petit meter le crocodile. crocodile là. Extremely sliver, be a Non meter mais deep. il est petit le crocodile. Il n'y a pas d'autres crocodiles géants là? Et merci Nantes. Déjà 1 an d'affiliation, c'est fou. On est en train de regarder des crocodiles géants. Bon, c'est bon, je me suis fatigué. Ah, au fait, donc la France, on est où au football là? On est encore mené, on a gagné, comment ça se passe? Attends, hop. Foot, JO, France, finale. France-Espagne. On est encore mené. On est mené de 2 buts par l'Aurora. Aïe aïe aïe. 3-1. Aïe 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 aïe. Après, il y a des crocos en France aussi. Je me souviens d'avoir visité une ferme à crocos près de Valence. J'imagine que c'est des... En comparaison de ceux d'Australie, ils doivent être un peu plus petits. Oui, j'avais une question sur Final Fantasy XIV, mais je me souviens plus c'était quoi que je voulais poser comme question. Est-ce surprenant? Non. Mince, attends, j'ai fait n'importe quoi. Hop. Je vais le remettre en bookmark tant que les géos ont lieu. Bah t'arrives juste à temps pour le quiz. L'Espagne est éclatée au géo, mais cette année tu les prends pas au foot. LDC, Euro, géo. Est-ce qu'on a quand même une chance de l'emporter? Ou est-ce que c'est vraiment finito là? Mon cerveau est pas encore là, il est resté au lit. Triste. Dans 3, 2, 1, et c'est parti. Comment s'appelle le mal de loi? OIE. Comment s'appelle le mal de loi?
Canard? L'arbitrage est clairement du côté espagnol, mais ok. Donc c'est pour ça qu'on perd? Malois, non. Je vais essayer, je vais tenter. Je sais que c'est pas Canard. Hein. Non. Le Jar? Ah bon? Non. Ah, il casse le jeu tout le temps. Bon, bah, ça commence très bien ce quiz. Quel pays a gagné le plus de Coupes du Monde de football? Quel pays a gagné le plus de Coupes du Monde de football? Le Brésil. Brésil. Quelle est la ville sainte la plus importante de l'islam? Quelle est la ville sainte la plus importante de l'islam? Jars, tu dis? Wow, comment tu sais ça, Telman? C'est Telman hein, qui a dit ça. Hein. Attends. Ah ouais, bah GG Telman. Hein. Jars. La Mecque. GG, c'est la Mecque. Putain, même ça, je sais pas, moi. J'allais dire n'importe quoi. La Mecque, ok, d'accord. Qui a démissionné de son poste de PDG d'Apple en 2011. Qui a démissionné de son poste de PDG d'Apple en 2011. Et c'est bien Steve Jobs. Quel sportif s'appelait Cassius Clay avant de changer de nom en 1965? Quel sportif s'appelait Cassius Clay avant de changer son nom en 1965? Ça, je sais. Et c'est Mohamed Ali, bien sûr. Ah, par contre, j'ai mal orthographié. Ok. Mohamed avec un seul M. Qui a écrit la sonate au clair de lune? Qui a écrit la sonate au clair de lune? J'ai le nom. Non, c'est pas Beethoven. Non, c'est bon. Moi, j'ai. C'est bon. Debussy. GG. C'est Claude Debussy, c'est ça? Non. Debussy, mince. Comment on écrit Debussy? Si je mets que Claude, ça passe? Non. Putain, ça se trouve, c'est Beethoven, hein? Attends. Beethoven, comment ça s'écrit? Que Claude? Non, Claude, ça marche pas. Putain, Dantes, il nous a tous... Avec son cerveau fatigué, là. Ludwig van Beethoven. Putain, mais attends. Debussy, il a fait quoi, du coup? Clair de lune. Claude Debussy, c'est Clair de lune. Ah. Claude Debussy, c'est Clair de lune. Et Ludwig van Beethoven, c'est Sonate au clair de lune. Elle est éclatée, cette question. En quoi se transforme la souris verte une fois trempée dans l'huile et l'eau? En quoi se transforme la souris verte une fois trempée dans l'huile et l'eau? Une souris verte qui trempe... Merde, c'est une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Qui était le roi des dieux romains? Qui était le roi des dieux romains? Zeus? Moi, si, je dirais Zeus aussi, mais Zeus, ça doit être en grec. Parce que je crois qu'ils ont des noms romains aussi. Ah, Jupiter, GG. Parmi les agglomérations européennes de plus d'1 million d'habitants, laquelle arrive dernière dans l'ordre alphabétique? Parmi les agglomérations européennes de plus d'1 million d'habitants, laquelle arrive dernière dans l'ordre alphabétique? Ah bah ça, on va bien se marrer. Bah chose. Zagreb, c'est européen ça? Non. Bon, on va dire n'importe quoi. Venise. Attends, agglomération européenne, ça veut dire ville? Et c'est combien des millions, c'est ça? De plus d'1 million d'habitants? Zerator City, let's go.
Non. Zelda City. Montpellier. Vas-y. Non. Ouais, je pense qu'on n'arrivera pas à trouver malheureusement. Shadow, il aurait pu trouver. Mais... Ouais. Sans blague, Dantes. Serrator City n'existe pas? Incroyable. Quel type d'animal a un corps se divisant en 3 parties? Tête, thorax et abdomen. Quel type d'animal a un corps se divisant en 3 parties? Tête, thorax et abdomen. Un type d'animal? Tête, thorax, abdomen? J'ai du mal à comprendre la question. Vous pouvez répéter la question? Insectes? Les insectes, GG Dantas. Que portait à ses pieds ABB Bikila lors de sa victoire au marathon des JO de 1960? Que portait à ses pieds ABB Bikila lors de sa victoire au marathon des JO de 1960? Sandales? Des Nike? Des Adidas? Des babouches? Ah, babouches. Ouais, peut-être. Non. Pas de babouches. Des pumas? Des tongs? Ah. Non. Des pantoufles? Non. Rien. Tu crois que c'est une question piège? Ah mais Dantes. En fait, Dantes, quand t'es fatigué, t'es encore plus fort que d'habitude. Hein. Non, c'était rien. C'était rien. Quel pays d'Afrique a été un haut lieu de la piraterie au début du XXIe siècle? Quel pays d'Afrique a été un haut lieu de la piraterie au début du XXIe siècle? Congo? Somalie? Ah, Somalie! GG. GG. Qui fut Premier ministre britannique pendant la majeure partie de la Seconde Guerre mondiale? Qui fut Premier ministre britannique pendant la majeure partie de la Seconde Guerre mondiale? Et est-ce que vous avez son prénom? Churchill? 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 Winston Churchill. Quel minéral doré à base de fer est connu pour former des cristaux cubiques? Quel minéral doré à base de fer est connu pour former des cristaux cubiques? Moi, je suis nul à ça, moi. Le cobalt? Pyrite? Purée, GG Oudja. Pyrite. Ok. Je vais essayer de retenir ça. Pyrite. Ok, d'accord. Quel pays partage une frontière terrestre avec Saint-Marin? Quel pays partage une frontière terrestre avec Saint-Marin? Saint-Marin, c'est quoi? C'est du côté de... C'est quoi? C'est Canada? Italie? Italie, putain, GG. Ok, cool. GG Oudja. Combien font 93 plus 78 en toutes lettres? Ah. Bon, on va déjà le faire en chiffre normal. Donc 93, hein, c'est ça? 93 et 78. 160, ouais. Alors, ok, d'accord. Du coup, 160. Hop. C'est pas ça? Ah, mais du coup, faut qu'on le dise à la... Attends, c'est combien? C'est 80... 93, 78... Attends, déjà, est-ce qu'on est sûr du résultat? Attends, 93 et 78, blablabla... C'est 161, c'est ça? Attends. Si, c'est ça, 161? Ouais, donc 100... 100... Bah attends, 160... Et 1. Non mais du coup, faut le dire en truc bizarre, là. 93... 171?
93 plus, plus 78? Ah oui, 60, oui, ouais, effectivement. Ouais, ouais, ouais. 171. Ouais, mais en fait, il faut le dire en 170T. Ouais. 70T. Et 1 et 1. 170T. 170 et 1. C'est les Belges qui sont à l'origine de... Ah oui, ouais. Ok. Bah, Narbura, il aurait deviné tout de suite. Hein. Qui a été classé premier sur la liste des meilleurs guitaristes de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Qui a été classé premier sur la liste des meilleurs guitaristes de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Santana? Hendrix? Jimi Hendrix? Comment ça se... Jimi Hendrix? Ah, c'est Jimi, J-I-M-I. Hendrix. Ok. Que signifie le mot worst en allemand? Que signifie le mot worst en allemand? Vu qu'il y a des... Il y a pas mal de, comment dire, de consonances avec la langue anglaise, je dirais pire. Pire peut-être, non? Non? Ok. Saucisse? Non, mais quand? T'as fait LV2 allemand, Eranor? Bah GG. Que signifie le I dans VIH? Que signifie le I dans VIH? Immunodéficience, ouais, c'est ça. Ouais, immunodéficience. GG. Qu'a ramené Moïse avec lui en descendant du mont Sinaï? Qu'a ramené Moïse avec lui en descendant du mont Sinaï? Les tables de la loi. Ah ok, moi j'aurais dit le feu, mais oui, c'est probablement les tables de la loi. Ouais. Les tables de la loi. Il n'y a pas un délire avec le feu aussi qui le ramène? Bon, on s'est plutôt bien débrouillé. Hein. C'est la seule question qu'on n'a pas fait, c'est les agglomérations européennes de plus d'1 million d'habitants. Laquelle arrive dernière dans l'ordre alphabétique? Bon, c'était un peu compliqué celle-là quand même. Hein. Et donc la réponse c'était Zurich. On aurait pu deviner. Hein. Zurich. Z-U-R-I-C-H. Bon, c'était bien. 19 sur 20, ça passe. Zurich. Et ça, attends, Zurich, c'est quel pays déjà? Zurich en Suisse, ok.